On a donné l'argent de ton mariage à ta sœur. Elle mérite un vrai mariage de princesse. Papa a lâché ça sur un ton aussi banal que s'il annonçait la météo, comme s'il ne venait pas de faire exploser une bombe en plein milieu du déjeuner dominical. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche, mais je ne l'ai pas laissée tomber. Je n'ai pas pleuré non plus. Je me suis simplement tournée lentement vers mon fiancé, Maxime, et l'expression sur son visage m'a fait comprendre que tout était sur le point de changer. Avant de vous expliquer la suite, laissez-moi vous poser une question: d'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Et quand vous aurez entendu le reste de cette histoire, dites-moi honnêtement, qu'auriez-vous fait à ma place? Je m'appelle Manon. J'ai 28 ans et, pour la majeure partie de ma vie, j'ai été la fille invisible. Pas invisible de cette façon mystérieuse ou spéciale, non, invisible au point de se demander si on est vraiment réel pour les gens qui sont censés nous aimer le plus. Grandir dans notre pavillon de banlieue près de Lyon signifiait grandir dans l'ombre de ma petite sœur, Léa. Elle avait 2 ans de moins que moi, mais d'une manière ou d'une autre, elle était toujours le centre de l'univers. La voix la plus forte, le sourire le plus éclatant, celle qui avait droit aux nouvelles robes pendant que je récupérais les vieux vêtements de notre cousine. Maman disait que Léa avait besoin de plus d'attention parce qu'elle était sensible. Papa disait qu'elle avait un potentiel qu'il fallait cultiver. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que j'étais facile à ignorer, alors c'est ce qu'il faisait. J'ai appris très tôt que le meilleur moyen de survivre dans cette maison était de ne rien demander. Je suis devenue la fille qui préparait ses propres gamelles, qui allait seule au lycée à pied, qui se débrouillait toute seule pour ses inscriptions sur Parcoursup parce que tout le monde était trop occupé à aider Léa avec ses auditions pour le club de théâtre. J'ai décroché une bourse au mérite pour l'université. Léa, elle, a eu une voiture neuve pour avoir été acceptée dans une école privée médiocre. 2 poids, 2 mesures. C'était comme ça que ça marchait. Mais je veux vous parler de Maxime, car c'est lui qui a tout changé. Je l'ai rencontré il y a 3 ans lors d'un atelier sur la gestion de patrimoine au centre-ville. J'y étais pour apprendre à investir mes maigres économies de secrétaire administrative. Lui y était parce que... Eh bien, je ne savais pas pourquoi à l'époque. Il était calme, attentif, prenait des notes dans un carnet en cuir qui avait l'air coûteux. Après la séance, il m'a proposé d'aller prendre un café. J'ai dit oui parce que son assurance tranquille me rappelait la personne que j'essayais de devenir. Pendant des mois, j'ai cru que Maxime était un type ordinaire. Il conduisait une vieille Peugeot, portait des vêtements simples, vivait dans un appartement modeste. Il m'avait dit qu'il travaillait dans la finance et j'avais supposé qu'il était guichetier ou peut-être comptable dans une petite PME. Il ne m'a jamais corrigé. Il n'a jamais étalé d'argent ni parlé de richesse. Il était juste là, constant et calme, de la même manière que j'avais appris à avancer dans la vie. Ce n'est qu'après presque 1 an de relation que j'ai découvert la vérité. J'étais chez lui pour l'aider à trier des papiers quand je suis tombée sur un magazine Forbes. Son visage était en couverture. Le titre parlait de jeunes fondateurs révolutionnant la fintech. Mes mains tremblaient en lisant l'article. Maxime avait bâti une entreprise de technologie financière depuis sa chambre d'étudiant. Elle avait été rachetée 2 ans avant notre rencontre. Le montant mentionné m'a donné le tournis. 8 chiffres. Quand je l'ai confronté, il a juste haussé les épaules. Je ne voulais pas que tu m'aimes pour ça, a-t-il dit. Je voulais que tu m'aimes pour moi. Et c'était le cas. C'est toujours le cas. Et il m'aimait pour moi aussi, la fille calme qui ne demandait rien, qui avait appris à construire sa propre stabilité à partir de rien. Quand Maxime m'a demandé en mariage le printemps dernier, j'ai appelé mes parents les mains tremblantes. Je m'attendais à ce qu'ils soient heureux. Au lieu de ça, maman a immédiatement demandé la taille du diamant comme pour en calculer le prix. Papa voulait savoir ce que Maxime faisait dans la vie. J'ai répondu, dans la finance, en restant vague, car je savais que s'ils découvraient la vérité, tout changerait. Je voulais qu'ils aiment Maxime parce qu'il était gentil, stable et bon, pas pour ce qu'il possédait. Nous avons commencé à planifier un petit mariage. Rien d'extravagant. Une cérémonie dans un jardin, peut-être 50 invités, un traiteur local. Mes parents avaient mentionné il y a des années qu'ils avaient mis de l'argent de côté pour les mariages de leurs 2 filles. La même somme pour chacune, avait-il promis. Juste et équitable.
Je n'y avais pas touché, je n'avais même pas posé de questions à ce sujet car je payais la plupart des choses moi-même de toute façon. Mais je supposais que l'argent était là, un filet de sécurité, un signe que peut-être, après tout, il me voyait. Puis est arrivé ce fameux déjeuner du dimanche. Nous étions chez mes parents. Léa était là aussi, rayonnante à propos de ses propres fiançailles avec un type nommé Kevin, qui vendait des assurances et pensait que la crypto-monnaie était un plan retraite fiable. Elle était fiancée depuis 3 mois et avait déjà prévu un mariage à destination à Marrakech. 200 invités, open bar, une robe qui coûtait plus cher que ma première voiture. C'est là que papa s'est raclé la gorge et a fait son annonce. On a donné l'argent de ton mariage à ta sœur. Elle mérite un mariage de princesse. La table est devenue silencieuse. Maman a hoché la tête comme si c'était parfaitement raisonnable. Léa a souri, ce genre de sourire qui me disait qu'elle le savait depuis le début. Peut-être même qu'elle avait tout orchestré. J'ai posé ma fourchette lentement. Je sentais Maxime se tendre à côté de moi, mais j'ai gardé les yeux rivés sur mon père. Vous lui avez donné ma part, ai-je répété doucement. L'argent que vous m'aviez promis ? Papa a balayé l'air de la main avec dédain. Tu t'en sors bien, Manon. Tu t'en es toujours bien sortie. Ta sœur a besoin d'aide pour organiser quelque chose de beau. Tu comprends ? J'ai compris. J'ai compris que j'avais passé toute ma vie à bien m'en sortir pour qu'ils puissent tout donner à quelqu'un d'autre. J'ai compris que bien s'en sortir était leur code pour dire on s'en fiche. Mais avant que je puisse répondre, Maxime a bougé. Il s'est levé lentement, sortant son téléphone de sa poche. Son visage était calme, mais son regard était devenu dur d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Devrais-je leur dire ce que je fais dans la vie ? L'atmosphère dans la pièce a changé. Papa a cligné des yeux, confus. Maman a penché la tête. Le sourire de Léa a vacillé. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a demandé papa, un rire nerveux s'échappant de sa gorge. « Tu travailles dans une banque ou un truc du genre, non ?» Maxime n'a pas ri. Il a affiché quelque chose sur son téléphone et a tourné l'écran vers mon père. « Je suis le fondateur de Verity Financial. Peut-être que vous en avez entendu parler. Nous avons été rachetés par une grande banque d'affaires il y a 2 ans. Cet article-là montre ma valeur nette, si vous êtes curieux. » Le visage de papa est devenu livide. Maman a agrippé le bord de la table. Léa s'est penchée en avant, les yeux écarquillés, puis m'a immédiatement regardé comme si elle me voyait pour la première fois. « Tu es, » a bafouillé papa. « Je suis l'homme qui allait faire un chèque pour couvrir chaque centime du mariage de Manon, » a continué Maxime, sans jamais élever la voix. « J'allais m'assurer que sa famille n'ait à se soucier de rien, parce que c'est ce qu'on fait pour les gens qu'on aime. Mais là, j'apprends que vous avez pris l'argent qui lui appartenait. L'argent que vous lui aviez promis, pour le donner à quelqu'un d'autre parce qu'elle mérite un mariage de princesse, point. » Il a laissé la question flotter dans l'air. Léa s'est levée brusquement. « Je ne savais pas que c'était l'argent de Manon. Maman a dit que c'était de l'épargne en plus. »« Assieds-toi, Léa, » a claqué papa, mais sa voix avait perdu toute autorité. Maxime a remis son téléphone dans sa poche. « Voici ce qui va se passer. Vous allez rendre chaque euro que vous avez pris sur le fonds de Manon. Je me fiche de comment vous faites. Vendez quelque chose. Faites un prêt. Débrouillez-vous. Parce que si vous ne le faites pas, je m'assurerai que chaque personne de cette famille, chaque personne de cette ville sache exactement quel genre de parents volent leur propre fille. » La voix de maman s'est brisée. « Maxime, s'il te plaît. C'est une affaire de famille. Manon va devenir ma famille, » l'a interrompu Maxime calmement. « Et je protège ma famille. Contrairement à certaines personnes à cette table, j'ai vu mes parents s'effondrer. » L'assurance de papa, cette certitude arrogante qu'il portait depuis des décennies, s'est effondrée comme du papier mouillé. Maman continuait de regarder entre Maxime et moi, comme si elle essayait de résoudre une équation impossible. Léa, pour une fois, était complètement silencieuse. Je me suis levée à ce moment-là, repoussant lentement ma chaise. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé mon père et j'ai dit quelque chose que je gardais en moi depuis 28 ans. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être assez bien pour vous.
À travailler plus dur, à demander moins, à m'effacer pour que vous puissiez vous concentrer sur elle. Et vous savez quoi? J'étais assez bien. J'ai toujours été assez bien. Vous avez juste refusé de le voir. Papa a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Vous ne me devez pas d'excuses, ai-je continué. Je n'en veux pas. Je veux juste que vous sachiez que j'ai fini d'être votre fille invisible. J'ai fini de bien m'en sortir, point. Maxime m'a pris la main. Sa prise était chaude, stable, tout ce que mon enfance n'avait jamais été. On s'en va, a-t-il dit à la cantonade. Vous avez 30 jours pour rendre l'argent. Après ça, mes avocats vous contacteront. Nous sommes sortis ensemble. Derrière nous, j'ai entendu Léa éclater en sanglots. J'ai entendu maman siffler après papa. J'ai entendu le bruit d'une famille confrontant enfin le mensonge sur lequel elle avait bâti toute sa structure. 3 semaines plus tard, l'argent a été rendu. Chaque euro a été viré sur mon compte sans aucun message. Je ne les ai pas remerciés. Je n'ai pas appelé. Notre mariage a eu lieu 6 mois plus tard. Pas à Marrakech. Pas dans un lieu extravagant conçu pour impressionner. Nous nous sommes mariés dans un petit vignoble en Provence, avec juste 30 personnes qui nous aimaient vraiment. Les parents de Maxime, mes amis de fac, une poignée de ses collègues les plus proches. Mes parents n'étaient pas invités. Léa m'a envoyé un texto la veille. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle ne savait pas, qu'elle voulait être là. Je n'ai pas répondu. Certaines excuses arrivent trop tard pour avoir un sens. Ce dont je me souviens le plus de ce jour de mariage, c'est le silence. Pas le genre douloureux avec lequel j'ai grandi, mais le genre paisible. Celui qui vient quand on arrête enfin de jouer un rôle pour des gens qui ne nous ont jamais vraiment regardés. Maxime a écrit ses propres vœux. Il a dit qu'il était tombé amoureux de moi parce que j'étais la première personne qui ne lui avait jamais rien demandé. Il a dit que je lui avais appris que la force n'est pas bruyante, elle est constante. Il a dit qu'il passerait le reste de sa vie à s'assurer que je ne me sente plus jamais invisible. J'ai pleuré à ce moment-là. Finalement, l'argent que mes parents ont rendu. Je l'ai donné, en totalité, à une association qui offre des bourses aux étudiants défavorisés, le genre de jeunes qui doivent se débrouiller seuls, qui préparent leurs gamelles et vont à l'école à pied, et qui apprennent tôt que personne ne viendra les sauver. Parce que je sais ce que c'est de devoir se sauver soi-même. Et je sais à quel point c'est plus dur quand on le fait en étant invisible. Le mariage de ma sœur à Marrakech a eu lieu le mois dernier. J'ai entendu dire que les photos étaient belles. J'ai aussi entendu dire que Kevin s'était saoulé pendant la réception et avait fait un discours qui a embarrassé tout le monde. Léa m'a appelé en pleurant après, voulant parler. J'ai laissé le répondeur prendre le message. Certaines portes se ferment pour une raison. Et certaines personnes ne tendent la main que lorsque leur projecteur commence à faiblir. Je construis une vie différente maintenant. Une vie où je suis vue, où je suis valorisée, où les gens autour de moi ne comptent pas les points. Maxime et moi avons acheté une maison le mois dernier. Rien de tape à accent grave l'œil, juste un endroit avec une grande cuisine et un jardin où nos enfants pourront jouer un jour. S'ils se sentent un jour invisibles, je saurai comment les voir. Et si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti comme l'oublié, celui qui va toujours bien, celui qui n'a besoin de rien parce que personne ne lui offre rien, je veux que vous sachiez quelque chose, votre invisibilité n'est pas une faiblesse. C'est la fondation que vous avez construite quand personne d'autre ne voulait la construire pour vous. Et un jour, vous vous tiendrez sur cette fondation et tous ceux qui vous ont négligé comprendront enfin ce qu'ils ont raté. Les personnes les plus silencieuses ont souvent les histoires les plus puissantes.